Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ces deux assemblées de consultation publique ce soir en lien avec des demandes de PPC Moi. Pour faire la présentation des informations, j'ai avec à mes côtés M. Christophe Baron-Moras, conseiller en urbanisme. Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Première demande de PPC Moi. On va se retrouver au 750 de la rue Saguenay, dans le quartier industriel à Noranda-Nord. La demande concerne la conversion d'un bâtiment accessoire qui est situé un peu plus à l'arrière de la propriété. Donc, conversion du bâtiment accessoire en bâtiment principal, ce qui ferait un deuxième bâtiment principal sur la propriété, ce qui n'est pas autorisé. Et donc, la conversion de ce bâtiment-là entraîne plusieurs éléments dérogatoires que je vais vous défiler dans la prochaine diapositive. Dans les prochaines diapositives. Peut-être juste un peu pour vous situer la zone où est-ce que c'est situé. La zone 79, c'est une zone industrielle, donc la plupart des usages industriels, soit de transformation ou des entrepreneurs ou de l'entreposage, c'est surtout ça qu'on retrouve là, pour les usages de ces terrains-là. Généralement, pour les usages à proprement dit industriels, donc on pourrait avoir par exemple un bureau puis un bâtiment, un deuxième bâtiment pour faire de la transformation. Généralement, on autorise d'avoir plusieurs bâtiments principaux sur le terrain. Sauf que la condition, c'est que ce soit exactement le même usage ou à tout le moins que ce soit complémentaire. Ce qui n'est pas le cas ici. Il y aurait plusieurs usages, on peut dire, commerce lourd ou industriel léger qui seraient exercés. Et il n'y aurait pas de complémentarité entre le bâtiment principal existant et le bâtiment accessoire, d'où la demande qui a été déposée par le propriétaire. Donc, plusieurs éléments de conformité qui sont tous ou presque tous reliés au fait qu'on convertit le bâtiment accessoire en bâtiment principal. Donc, le premier, présence de deux bâtiments principaux sur le même terrain, au lieu d'un seul maximum. Ensuite, étant donné que le bâtiment avait été construit à la base comme un bâtiment accessoire, eh bien, la marge arrière du nouveau bâtiment principal ne serait pas conforme. Elle serait de 5,30 au lieu d'un minimum de 12 mètres. La distance entre ce qui deviendrait un autre bâtiment accessoire, le dôme qui est annexé au bâtiment principal, la distance serait de 0 mètre. En fait, les bâtiments sont collés l'un à l'autre, alors qu'habituellement, on exige un minimum de 3 mètres entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire d'un usage industriel. La superficie du bâtiment accessoire serait de 227 mètres carrés au lieu d'un minimum de 350 mètres carrés. C'est sûr que si on additionne la superficie du deuxième bâtiment principal au premier, on dépasse amplement le minimum qui est exigé. Et ensuite, il n'y aurait aucune bande de verdure le long de la ligne de rue et aucune bande de verdure le long des deux lignes latérales et de la ligne arrière. On continue. Il y aurait 2 arbres plantés en marche avant au lieu d'un minimum de 4 arbres. 2 arbres en cours avant et 4 arbres en cours latéral au lieu d'un minimum de 8 arbres en cours avant. L'aire d'entreposage extérieur de marchandises serait située à l'intérieur de la marge et de la cour latérale au lieu d'être en marge et cour arrière. Il y aurait une absence de clôture autour de l'aire d'entreposage extérieur. Et enfin, la surface de l'espace de manutention serait en gravier, comme c'est le cas actuellement, en fait, plutôt que d'être une surface recouverte d'asphalte, de béton ou de pavé. Ça fait beaucoup d'éléments, n'empêche que tous les autres éléments du règlement de zonage qui contient plus de 400 articles seront respectés et il n'y a aucune modification qui est non conforme à la réglementation qui est incluse. Ici, je vous présente un croquis que le propriétaire a fourni. Donc, en fait, que le propriétaire et la ville ont travaillé, en fait. Là. Donc, on voit le premier bâtiment principal qui est en bleu, qui est existant depuis plusieurs années. Le deuxième bâtiment qui serait converti en bâtiment principal qu'on voit en vert et l'espace d'entreposage qui était projeté au départ lorsqu'on a rencontré le propriétaire qui serait en cour latérale par rapport au premier bâtiment principal. Il faut comprendre, c'est qu'au fin de l'analyse, on conserve le bâtiment principal pour établir qu'est-ce qui est la marche avant, donc ce qui est à l'avant du mur, de la façade principale du bâtiment. Cependant, l'entreposage est en cours latéral alors qu'il doit être en cours arrière, d'habitude selon le règlement. Donc, ce plan-là, c'est le plan qui a été proposé pour le propriétaire. Vous allez voir à la fin de la présentation le plan final qui a été approuvé, du moins qui pourrait être approuvé par le Conseil aujourd'hui.
Je vous montre quelques photos pour un peu mieux comprendre. Là, le bâtiment accessoire est déjà existant, déjà occupé. Il y a un dôme qui est annexé, donc ce serait la partie de gauche là, qu'on voit sur l'image là, de gauche qui serait utilisée comme le bâtiment principal. On peut dire les activités administratives courantes de l'entreprise. Dans le dôme, il y aurait essentiellement de l'entreposage. Le bâtiment qui est très reculé, on voit sur l'image de droite, là, la vue, on s'est mis sur le trottoir là, de la rue Saguenay, donc le bâtiment serait quand même à l'arrière. Un élément important lorsqu'on fait l'analyse d'un PPCMOA, c'est la conformité au plan d'urbanisme. L'idée, c'est d'accorder des projets qui respectent à tout le moins la planification que la ville s'est donnée. Donc, le terrain est situé dans une affectation industrielle. Je l'ai dit plus tôt, habituellement, on peut autoriser plusieurs bâtiments principaux dans une zone industrielle lorsque l'usage est similaire ou complémentaire, ce qui n'est pas le cas. Mais à tout le moins, on considère là, que ça respecte les objectifs du plan d'urbanisme. De plus, les usages qui vont être faits dans le bâtiment, le nouveau bâtiment principal, c'est des activités soit de transport, d'entreposage, des entrepreneurs en construction qui pourraient être là également. Donc, tout ça, c'est des usages qui sont déjà là, autorisés au niveau du plan d'urbanisme pour une zone industrielle. Donc, il n'y avait aucun enjeu pour nous au niveau de la conformité au plan. C'était vraiment au niveau des détails, des normes de zonage qui avaient lieu d'adopter un PPCMOA. Je vous présente ici un tableau, là, les 8 critères d'analyse dans le règlement pour autoriser un PPCMOA. Le premier critère, compatibilité avec le milieu d'insertion. Le projet s'insère bien dans un milieu commercial et industriel. L'usage est déjà conforme, c'est le deuxième bâtiment qui est pas conforme. On est sur le bord d'une route provinciale à l'intersection de 2 routes, donc c'est un aspect qui était recherché par le propriétaire. Le bâtiment est déjà existant, là, on vient surtout aider à régulariser une situation, maximiser l'occupation d'un terrain déjà existant. Ensuite, intégration architecturale. En fait, le propriétaire s'est engagé, là, comme si c'était un seul et même bâtiment principal, à intégrer des matériaux qu'on dit nobles sur sa façade principale. Le bâtiment se trouve de toute façon au fond, donc il n'y avait pas d'enjeu non plus à ce niveau-là. Au niveau de l'aménagement des espaces extérieurs, suite à des discussions avec le propriétaire, il y aurait ajout de bandes là, végétales, malgré sa demande initiale de ne pas y en avoir du tout. On va vous présenter le croquis là, dans les prochaines diapositives. Organisation du projet dans l'environnement, donc suite à des discussions, aménagement de bandes de verdure proposé plutôt que, en fait, aucune, là, ce qui était la situation actuelle, donc on croit qu'il y a un gain à ce niveau-là. Organisation fonctionnelle, il y a déjà un stationnement existant, il y a 3 entrées charretières sur le terrain, dont une qui serait en fait effacée ou qui serait retirée là, pour éviter des lieux qu'on dit accidentogènes. Là, on veut limiter le nombre d'accès à la route. Composantes socio-culturelles, c'était pas applicable ce critère-là pour le projet. Développement local ou régional, le PPCMOA permettrait en fait, à une entreprise là, d'occuper le local, une entreprise qui offre déjà des services en région. Et enfin, là, étant donné que le bâtiment est déjà existant, ce serait facile de réaliser le projet, là, donc d'autres éléments auxquels le projet répondait. Ce qui fait en sorte que, en fait, pour s'assurer de répondre aux critères, là, je vous ai mentionné un peu là, les discussions avec le propriétaire et tout. Donc, il y a des conditions qui ont été imposées là, pour permettre de réaliser le projet. Donc, premièrement, on a parlé des matériaux de revêtement nobles. Donc, ce serait une condition là, qui serait ajoutée pour le deuxième bâtiment principal. Ensuite, l'aire d'entreposage, plutôt que d'être située là, en latéral du bâtiment principal, du premier bâtiment principal, en fait, elle serait en latéral du deuxième bâtiment principal, plutôt que d'être en avant. Le croquis de la prochaine diapositive là, va pouvoir illustrer. Ensuite, on retire une des 3 entrées charretières pour la végétaliser. Et on exige quand même qu'il y ait les bandes végétalisées là, du côté sud, à tout le moins, là, pour en fait, une largeur d'1,5 m, là, comme le règlement l'exige. J'ai dit côté sud seulement, mais en fait, c'est sur les 3, là, la latérale et arrière. Et ainsi que, surtout, le latéral arrière de la station de pompage qui est juste en avant, là, qui est un terrain qui appartient à la ville, donc situé juste en avant du bâtiment principal si on se met sur la rue Saguenay. Et on exige la plantation d'un minimum de 3 arbres là, encore avant ou encore latéral. Lorsqu'on additionne la demande du propriétaire aux conditions que la ville exige, ben en fait, on a le plan que vous voyez à l'écran.
Donc, l'aire d'entreposage en latéral du deuxième bâtiment principal, donc le carré en mauve là, qui est au sud-est de la propriété. Fine bande rouge sur le plan, c'est l'entrée charretière qui serait condamnée, qui serait végétalisée. En vert, forêt foncée, des bandes végétalisées sur le pourtour de la station de pompage de la ville. En jaune doré, des matériaux de revêtement nobles sur la façade du deuxième bâtiment principal. Et enfin, là, un minimum d'arbres qui doivent être plantés en cours avant ou en cours latéral. L'emplacement qui est sur l'écran, c'est à titre indicatif. Là, ça ne va pas être exactement ces emplacements-là. C'est vraiment pour illustrer qu'il y a un nombre d'arbres qui était exigé là, par les conditions. Le calendrier d'adoption, le projet a été soumis au Conseil le 22 juillet dernier. Aujourd'hui, Assemblée publique de consultation pourrait être suivi là, dès aujourd'hui de l'adoption du second projet de résolution et le projet pourrait entrer en vigueur dès le 1er novembre 2024. Alors, merci pour toutes les informations. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires en lien avec ce PPC-moi? Sinon, on pourrait passer à la deuxième assemblée de consultation publique pour un autre PPC-moi. Oui. OK. Alors, on est prêt pour la deuxième assemblée de consultation publique pour une demande de PPC-moi en lien avec l'ajout de logements supplémentaires dans les immeubles jumelés. Alors, M. Christophe Baron-Moras, conseiller en urbanisme, je vous laisse la parole. Merci. Ce projet-ci, là, c'est un duplex jumelé. Donc, au total, il y a 4 logements à l'intérieur du bâtiment. Bâtiment qui est séparé par un mur coupe-feu. Donc, il y a 2 logements d'un côté, 2 logements de l'autre. C'est situé sur la rue Pinder-Ouest, là, dans ce qu'on peut dire le pôle central de Rouyn-Noranda. Donc, le projet consiste à ajouter de chaque côté, donc dans chaque partie du duplex jumelé, un logement au sous-sol, ce qui ferait un total là, de 6 logements au total du bâtiment. Les nouveaux logements seraient des logements de style 4,5, mais entre le moment où en fait la demande a été déposée et en fait un peu avant même que la demande soit déposée, il y a eu le moratoire là, du ministère de l'Habitation qui faisait en sorte qu'on ne peut plus là, faire d'expropriation là, autre que pour la famille. Bref, tout ça pour dire que cette condition-là doit quand même être respectée. Là. Les locataires actuels doivent, de leur plein gré, accepter qu'il y ait une partie de leur logement qui soit cédée pour créer un nouveau logement au sous-sol. C'est des démarches pour lesquelles la Ville n'est pas du tout là, impliquée. Là. On s'occupe de la partie, le nombre de logements dans le bâtiment seulement. Si on y va avec la localisation un peu plus précise du projet, on se retrouve là, proximité de l'École Notre-Dame de Grâce, presque en bordure de l'avenue Québec, là, sur la rue Pinder-Ouest. Donc, la zone 2098, c'est une zone, là, c'est un quartier résidentiel. Les usages autorisés, souvent, c'est de l'habitation de faible densité, 1 à 2 logements. Donc, de chaque côté, on ajoute là, un troisième logement, ce qui porte à 6 au total, alors que le maximum aurait été de 4, en fait. Donc, les 2 éléments dérogatoires, donc d'un côté, un troisième logement et de l'autre côté, un autre troisième logement. Toutes les autres normes du règlement de zonage sont respectées. Il n'y a pas d'agrandissement du bâtiment ou quoi que ce soit. C'est vraiment à l'intérieur, en fait, que les modifications vont être visibles. Toutes les autres normes sont respectées, c'est ça. Puis toute autre modification au projet qui serait non conforme n'est pas incluse à la demande. On présente ici quelques photos. En fait, je crois que le projet est assez simple, mais l'image ici, là, une image vaut 1000 mots. Donc, un 5e logement et un 6e logement qui serait aménagé là, au sous-sol de chacun des côtés. Des photos qui ont été prises par le demandeur pour illustrer. Donc, ce bâtiment duplex jumelé là,
où la structure est existante. Et il y a déjà même une entrée là, à l'arrière qui pourrait permettre un accès distinct au sous-sol pour le logement qui serait ajouté, étant donné que, en fait, si agrandissement il y a, serait très petit, là, étant donné que cette entrée-là est existante. Au niveau d'un aménagement extérieur, il y a déjà des bandes de verdure sur le terrain qui, en fait, seraient conservées. Là, les stationnements pourraient être ajoutés dans la ruelle. Et il y a déjà des stationnements là, sur la rue Pender, donc il n'y aurait pas ajout ou agrandissement de l'espace de stationnement. On maintiendrait la situation telle qu'elle. Au niveau du respect du plan d'urbanisme, donc la Ville doit s'assurer que dans sa planification, là, le projet répond, même s'il y a des normes de zonage qui ne sont pas respectées. Donc, le terrain est à l'intérieur de l'affectation urbaine qu'on dit milieu de vie, secteur central. On voit qu'il est en rose là, sur l'image qui occupe une grande partie là, du pôle central de Rouyn-Noranda. Et cette affectation autorise principalement des usages résidentiels et commerciaux, tout en mettant de l'avant le fait qu'une habitation de moyenne ou de haute densité devrait être préconisée. L'habitation de moyenne densité, selon le plan d'urbanisme, on vise entre 3 et 6 logements. Donc là, on passerait de 4 à 6. Le projet demeurerait à l'intérieur de ce qui est en fait préconisé là, par la Ville dans ce secteur-ci. Donc, au niveau de l'analyse, il y avait conformité au niveau du plan d'urbanisme. Ici, je vous présente le tableau des critères d'analyse, les 8 critères là, qu'on doit respecter pour un PPC-MOI. Compatibilité avec le milieu d'insertion, je me répète un peu avec la dernière diapo, donc c'est un milieu résidentiel, on passe de 4 à 6, on reste dans de l'habitation de moyenne densité, puis il y a très peu d'apparence au bâtiment, pas du tout de changement sur la façade, là, donc le premier critère était respecté à nos yeux. Intégration architecturale, un peu la même chose, il y a très peu de modifications. Le logement supplémentaire va être légalisé au sous-sol des deux côtés. L'entrée pourrait se faire à l'arrière, donc très peu de changements, là, sinon pas de changement au niveau de la volumétrie. S'il y avait à avoir une modification, elle devrait être conforme là, au règlement de zonage en vigueur. Aménagement extérieur, les aires de stationnement sont déjà définis, les espaces verts sont déjà définis, puis il n'y aurait aucune modification à ce niveau-là, donc le critère serait respecté à nos yeux. Un peu la même chose, l'organisation du projet dans l'environnement. Les stationnements sont accessibles par la ruelle, donc il n'y a pas ou très peu d'ajouts d'entrée charretière là, sur une lavoirie. Organisation fonctionnelle, aucune modification à la situation existante. On parle encore d'espaces de stationnement là, qui sont déjà existants, donc des fois les critères 4 et 5, on peut les interchanger, là, mais dans ce cas-ci, ils étaient tous les deux respectés. Composantes socio-culturelles, on dit non applicables, si ce n'est que, avec le critère 7, là, développement local, on ajouterait 2 logements sur le territoire dans un secteur déjà résidentiel. Donc, il n'y avait pas vraiment d'enjeu là, à ce niveau-là. Et faisabilité du projet, le propriétaire a fait la démonstration qu'il pouvait réaliser les travaux à court terme, donc le critère était respecté également. Le conseil municipal était donc d'avis d'octroyer le projet de PPC-MOI en imposant la condition de maintien de l'espace vert là, qui était tel qu'actuellement. Donc, on avait calculé une largeur d'environ 8,55 mètres en façade là, sur la rue Pender-Ouest. Le calendrier d'adoption, donc le projet a été soumis au conseil lors de la séance du 22 juillet. Il y a eu un avis public sur le terrain et également dans les journaux. Aujourd'hui, on se retrouve à faire l'assemblée publique de consultation. Le conseil municipal pourrait dès aujourd'hui adopter le second projet de résolution. Et si les étapes suivantes s'effectuent, on pourrait procéder à l'entrée. En fait, la résolution entrerait en vigueur le 1er novembre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires de gens dans la salle en lien avec ce projet de PPC-MOI sur la rue Pender? Je suis pas propriétaire, mais je suis locataire de ce loyer-là, justement, qui veulent nous enlever pour Votre faire un nom, troisième. monsieur? Moi, c'est Richard Lemieux. Richard? Lemieux. Le bail est au nom à ma conjointe. C'est ça, on veut savoir des recours par rapport à ça ou c'est sûr que ça va se faire? Vous occupez le logement présentement. On occupe le logement. Ce que j'entendais de M. Barra-Moras, c'est qu'il n'y a pas d'expropriation, ce que vous expliquez. C'est vraiment que le propriétaire doit prendre des ententes avec les locataires
Puis là, la Ville, ça, on ne peut pas intervenir là-dedans. C'est bien ça, hein? Non, exactement. Et non, moi, je veux dire, le projet peut être. C'est vous autres qui vous allez accepter ça. Oui. Et puis, y a-t-il un moyen qu'on peut aller contre ça? Oui. Il y a des. Ben là, il y a une assemblée de consultation pour le processus là, de. Oui, bien en fait, là, le Conseil vous entend ce soir pourrait décider soit d'adopter ou non le second projet de résolution. Par la suite, s'il va de l'avant, les personnes appellent à voter. Donc, les personnes qui sont concernées, que ce soit un locataire ou un propriétaire, que ce soit de votre immeuble ou d'un immeuble dans la grande zone là, qui avait été montrée, pourraient faire la demande. Par contre, il y a un nombre minimal de personnes qui doivent demander ce qu'on appelle un référendum, là. Si jamais on sera là, on pourrait prendre vos coordonnées là, après la rencontre pour qu'on puisse vous contacter pour vous expliquer plus en détail le processus, là. Mais je comprends, monsieur, votre situation. Ben, c'est parce que ça fait 8 ans qu'on reste là, puis on a le haut et le bas. Là, on se fait enlever le bas pour faire des loyers. Je comprends. On voulait savoir c'était quoi nos recours par face à ça. Là. Mais il y a des procédures. Nous, la Ville. On voulait savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire contre ça. Oui, ben c'est ça. Parce qu'on préconise la densification, ce projet-là cadré là, avec les orientations. Mais je comprends tout à fait votre situation. Puis c'est possible de le nommer. En tout cas, on peut prendre vos coordonnées si jamais si le processus va plus loin. Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires dans la salle? Donc, ce serait ajouté. Voter. Est-ce qu'on va voter là-dessus ou. Ben, je souhaiterais peut-être que ça soit reporté, que ça ne soit pas ajouté à la séance publique de ce soir. D'accord. Est-ce que c'est une proposition? Je l'appuie. Vous l'appuyez, tout le monde est en accord, donc on va le reporter à une autre séance. Je vous remercie beaucoup, M. Barre-Maras. Merci beaucoup. Alors, on pourrait aller peut-être une petite coupure, puis on va vers la séance publique, c'est ça? D'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance de votre conseil municipal. Alors, on y va tout de suite pour l'adoption de l'ordre du jour, Madame la greffière. Oui, quelques ajouts ce soir. Donc, dans le point 5, dérogation mineure, PIIA et PPC-, l'ajout du 750 rue Saguenay suite à la consultation publique précédente. Dans les affaires générales, une autorisation de signature d'un protocole d'entente pour une réservation de terrain dans le secteur de la rue Jacques-Bibeau. Dans les correspondances, une demande additionnelle d'autorisation d'événement pour le FME. Dans les affaires politiques, une demande au gouvernement fédéral concernant le programme TECQ et également une modification au répertoire des comités internes pour la nomination d'un membre au comité culturel. Et finalement, dans les avis de motion et projets de règlement, un règlement qui va modifier le règlement sur la composition du comité consultatif d'urbanisme. J'en fais la proposition. Samuel Ramdioul. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Donc, l'ordre du jour est modifié. L'approbation du procès-verbal de la séance régulière du 12 août dernier a été présidée par la mairesse suppléante. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. En lien avec les suivis des dossiers politiques, quelques dossiers que je veux souligner. Premièrement, demain, le début des audiences publiques dans le dossier de Falco. Alors, il y a, lors de la séance publique du 13 mai dernier, le Conseil
a souhaité adopter une résolution pour demander un BAP en lien avec, pour que se tiennent des consultations publiques sur le projet ORNE 5 de ressources Falco. Alors, les débuts des audiences débutent demain. Alors, on a voulu demander un BAP parce que notre territoire et notre communauté sont déjà fortement impactés par des projets antérieurs d'exploitation minière sur notre territoire. Parce que nous souhaitons, oui, voir naître des projets miniers ambitieux, innovateurs, mais toujours dans le respect des milieux d'accueil. Et nous avions souhaité aussi un processus neutre et indépendant afin que le gouvernement du Québec puisse entendre toutes les préoccupations en lien avec le projet avant son autorisation. Alors, je profite peut-être de l'occasion pour rappeler qu'on avait aussi spécifié qu'on aurait trouvé important que ces consultations se tiennent à des moments opportuns, c'est-à-dire en dehors de la période normale de vacances estivales, mais bon. Alors, ce n'est pas le cas, mais nous serons donc présents à compter de demain soir pour le début des audiences publiques. Un autre dossier, les travaux sur la 15e et le boulevard Rideau. Donc, c'est parti pour des travaux importants à l'intersection 15e boulevard Rideau. C'était essentiel de faire ces travaux, étant donné que cette intersection, on le sait, est très achalandée. Une question de sécurité. D'un côté, on a la place Wanda, de l'autre côté, la plage Kiwanis et tout ça. Alors oui, on vient sécuriser l'intersection, mais on veut aussi favoriser le transport actif. Alors, il y aura des nouveaux feux de circulation pour donner priorité aux piétons, feux sonores pour les personnes malvoyantes, avancées de trottoir, pistes cyclables en site propre du côté du lac Noranda. Alors, le début des travaux, les travaux sont débutés, puis on parle de 6 semaines, donc ça nous mène à la fin septembre, début octobre. C'est clair que pendant ces 6 semaines-là, il y a plusieurs entraves, plusieurs détours. Alors, on vous demande votre patience, votre collaboration. Dans 6 semaines, ce sera fini. Alors, ces travaux étaient absolument nécessaires. On parle des coûts des travaux de 1,5 million. L'entreprise Isis Corporation qui fait des travaux, qui va même travailler de jour et de nuit pour essayer d'accélérer le travail. Madame Ramsey-Hull, quelques mots sur Noranda Ville ouverte. Oui, bien, on voulait prendre le temps de le souligner. On est plusieurs à avoir participé aux 3 représentations qui ont eu lieu la semaine dernière. Beau projet qui jumelle plusieurs types d'art qui a été mené par le Petit Théâtre du Vieux-Noranda, mais qui faisait écho à plusieurs artistes de Rouyn-Noranda. On a vu de la danse, des projections vidéo, de l'art visuel. Donc, je pense qu'on a tous été agréablement surpris. Pas surpris, on connaît les talents de nos gens d'ici, là, mais on a beaucoup apprécié les présentations. Il y a d'autres présentations qui vont se faire aussi pendant le Festival de musique émergente. On invite les gens à y aller. C'est une œuvre qui est sensible, qui laisse place vraiment aux humains qui sont dans la zone tampon, qui seront relocalisés, qui vivent un deuil de leur maison, un deuil de leur quartier. Donc, on a trouvé que c'était une œuvre qui était nécessaire et très pertinente. Alors, on voulait féliciter tant les artistes que l'organisation qui était derrière ces représentations. Merci. Alors oui, félicitations. Madame Carignan, défi sans auto sur l'eau. Oh, oui. Oui, dans la semaine du 1er au 30. 1er septembre, oui, c'est ça. Je vais juste retrouver mon document, s'il vous plaît. En attendant, si vous voulez, Oui. je vais faire l'autre point. Je voulais parler de la rentrée scolaire. C'est demain, donc on veut souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les étudiants du primaire et du secondaire. On vous souhaite beaucoup de succès, plein de nouveaux amis, de nouveaux défis. Et je veux aussi souhaiter, nous voulons souhaiter une belle année scolaire au personnel enseignant, aux employés de soutien, aux directions d'école, puis une belle année aussi à nos conducteurs d'autobus, nos brigadiers. Ce qui m'amène à rappeler l'importance de la sécurité aux abords de nos écoles et que c'est une responsabilité partagée. Je rappelle notre campagne, toi et moi, c'est pour la ville. Alors, c'est toujours d'actualité. La ville invite tous les usagers de la route, qu'ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes, à respecter les règles de la sécurité routière
On fait déjà beaucoup de choses à la Ville. On fait beaucoup d'efforts pour élaborer et réaliser des aménagements qui favorisent des déplacements sécuritaires, qu'on pense à la réduction de vitesse à 30 km/h, l'avancée, l'ajout de trottoirs, rétrécir les rues, installer des bollards, interdire le virage à droite ou sécuriser des traverses par la présence de nos brigadiers scolaires. Mais je rappelle que c'est la responsabilité de tous. Et je veux rappeler aussi aux parents de faire preuve de prudence lorsqu'ils reconduisent aussi leurs enfants en automobile. Alors, dans les zones scolaires, c'est toujours hasardeux. Alors, tout le monde, on appelle à la prudence. Alors, bonne rentrée sécuritaire et bon succès à nos élèves. Madame Carignan? Oui, oui. Et voilà. Donc, on revient avec notre défi d'auto sans un auto solo, là, le défi solo. Du 1er au 30 septembre, la Ville de Rouyn-Noranda invite ses citoyens et citoyennes à participer au défi sans auto solo, c'est-à-dire covoiturage, autobus, marche, course, vélo ou trottinette. Tous les moyens sont bons pour réduire son empreinte écologique et adopter des saines habitudes de vie. Donc, le défi d'auto solo, là, c'est une compétition amicale. On invite les organisations, les entreprises à encourager tous les employés, les étudiants, les étudiantes à réduire leur déplacement en auto solo durant cette semaine-là. Et de faire cette semaine-là, peut-être que ça va créer de nouvelles habitudes de déplacement, ce qui est très, très important. De plus, c'est une compétition, donc il y aura des prix qui seront offerts afin d'encourager la mobilité durable et de récompenser les participants. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il y a une version web qui est disponible et les gens peuvent partir. Il y aura des petits cadeaux. Donc, bonne semaine de défi d'auto. Sans auto solo. Il faut le dire comme il faut, hein? Sans auto solo. Ça veut dire qu'on n'embarque pas tout seul dans son auto. On embarque 3 ou 4 autres personnes. C'est bien ça. Donc, alors, oui. Bon moment pour faire du covoiturage. Oui, c'est plein ça. Merci beaucoup, Madame Carignan. Oui. Nous en sommes rendus aux demandes des citoyens. J'ai 2 demandes écrites. Je vais les faire après. Je pense que je vais inviter, s'il y a des gens qui souhaitent s'adresser au conseil, bien, je vous inviterai à vous avancer, vous nommer et nous dire le but de votre intervention. Oui, bonjour. Moi, je suis Anne Falardeau, une citoyenne de Rouyn-Noranda. Je voulais intervenir. Excusez, peut-être plus près du micro. M'entendez-vous? Je pense que ça fonctionne? C'est bon, OK. Ça fonctionne. Ouais. Alors, moi, je voulais intervenir au sujet de Horn 5. Vous savez, des mines en milieu urbain, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Il y en a à Fermont, à Malartic, à Val-d'Or. Et là, on en aurait une à Rouyn-Noranda. Les impacts subis par la population et les infrastructures et services de la ville, des villes touchées, en fait, sont considérables. Je pense que le levier de négociation avec la minière, là, c'est maintenant, avant le dépôt du rapport du BAP qui va être qui est supposé avoir lieu le 22 décembre. Si la ville attend après ce délai-là, la minière aura plus d'intérêt à s'engager financièrement, à part peut-être pour payer des commandites dans le milieu culturel pour se faire de la publicité. Alors, mes questions, c'est est-ce que la Ville a initié des discussions avec la compagnie minière Falco en vue de conclure une entente pour compenser les impacts socio-économiques subis par la municipalité et les citoyens? Avez-vous au moins obtenu un engagement formel de la minière qui la forcera à compenser la Ville et ses citoyens pour les impacts qui ne peuvent être ni évités ni atténués? Alors, c'était mes questions. Ah, c'est votre... OK, je pensais qu'il y avait d'autres questions. C'était mes questions. OK. Bien, nous, dans le dossier, la démarche qui a été, comme je le disais en début de rencontre, le 13 mai, le Conseil a souhaité entendre toutes les préoccupations des citoyens, des organismes. Et c'est pour cette raison-là qu'on a demandé la tenue d'un BAP auquel on va participer, c'est sûr. Parce que, oui, on veut des projets ambitieux sur notre territoire, mais toujours dans le respect des normes, des bonnes pratiques. Et c'est clair que nous, on a demandé un BAP, là, je le répète, le 13 mai. Donc, on va participer
activement élus, équipes et tout ça à entendre les préoccupations, à répondre aux questions dans ce qui nous concerne pour voir Ça, je par la l'entends, suite. mais je sais que d'autres municipalités négocient des ententes avec les minières. Et la période où ces ententes-là peuvent être négociées, c'est avant. Oui. Oui. Oui, je comprends. Ça se fait, là. Vous êtes peut-être pas au courant. Et la période où c'est possible de le faire, c'est quand la minière n'est pas encore sûre d'obtenir les autorisations, parce qu'ils veulent éviter les obstacles. Alors, une fois qu'ils ont les autorisations, ben ils sont plus prêts à discuter. C'est pour ça qu'on pense, comme citoyen, que ça serait le bon moment pour initier des pourparlers avec la minière. Merci de votre intervention. Bonsoir. Bonsoir. Guy Leclerc, citoyen de Rouyn-Noranda. La ville que j'aime. Mon intervention, c'est autour de Falco aussi. Puis il va y avoir un petit peu de redondance. Je suis désolé, on s'était comme pas tout à fait parlé. Vous avez mis la table tout à l'heure, puis je vais faire une lecture parce que quand je lis, je prends moins de temps. Fait que ça fait gagner du temps à tout le monde. Là. Fait que j'ai ça lire. 5 minutes, M. Leclerc. Bon, mon intervention est basée sur mes inquiétudes vis-à-vis du projet ON. D'ailleurs, de nombreux citoyens et citoyennes ont aussi manifesté leur inquiétude en demandant le BAP. Vous avez d'ailleurs demandé le bureau d'audience publique sur l'environnement le 13 mai. Bravo, c'est ce qu'il faut faire. Parce que sans le BAP, la seule information qui circule sur le projet, c'est le dossier de promotion et de propagande produit par l'équipe des coms de la compagnie. Par chance, le gouvernement a autorisé la tenue d'un BAP pour ce projet. Le BAP est la seule démarche qui permet à la population et aux élus d'avoir des informations techniques, économiques et sociales indépendantes sur le projet. Ce qui me turlupine un petit peu, c'est que vous avez annoncé il y a quelques semaines dans le Journal de Montréal que vous alliez déposer un mémoire favorable au projet. Donc, avant que l'information indépendante sur le projet ne soit disponible, donc sur la foi uniquement de la propagande produite par la compagnie. Doit-on comprendre que, quelle que soit l'information indépendante qui sera mise en lumière lors du BAP, quels que soient les éventuels risques du projet sur l'accroissement de la contamination de l'air, quels que soient les risques encourent le lac Dufault et les nappes phréatiques, avec le passage sur ses abords de 14 km de conduite d'eau et de boue contaminée vers un bassin de résidus miniers existant, dont les fondations ne sont pas calculées en vertu des changements climatiques actuels et futurs, et quels que soient les risques de sinistres qui guettent l'usine d'acide désuète de la fonderie dû à d'éventuels séismes induits par des dynamitages quotidiens en profondeur. Vous êtes quand même favorable au projet sans rien connaître de tout ça. On vient d'apprendre que les maires de McMasterville et Saint-Basile appuyaient le projet Norvolt sans avoir l'information pertinente sur les impacts du projet. À la rigueur, je peux comprendre leur naïveté. C'est leur premier grand projet présentant des risques environnementaux et sociaux. Mais nous, à Rouyn, on en a eu en masse des projets qui nous rendent malades. Je m'attends à un petit peu moins de naïveté du conseil de ville de Rouyn-Noranda. Surtout suite à la récente situation avec Glencore, qu'on connaît tous, où on s'est encore fait passer un sapin par le gouvernement. La Ville a avalisé les positions complaisantes du gouvernement vis-à-vis de Glencore en croyant à de futures compensations, des millions en compensation, un complexe aquatique, le financement d'une zone d'innovation minière, des dédommagements justes et équitables pour les familles expropriées de la zone tampon. Ben rien de tout ça est survenu et ça se passe pas comme ça. Puis c'est quand même très, très récent comme situation. Fait que les risques sont même suffisamment importants pour que Glencore exige de Falco des garanties de dédommagement financier pour tout bris découlant de ses activités. Si Glencore a jugé nécessaire de prévoir ce risque, la Ville a certainement aussi le droit de se demander si elle souhaite faire courir le risque de tels sinistres à ses citoyens et citoyennes.
Les impacts indirects de ce projet pour la Ville et ses citoyens et citoyennes sont non négligeables, ne serait-ce que par les 500 nouveaux emplois en pleine pénurie de main-d'œuvre, en pénurie de logement, en pénurie de places en garderie, en pénurie de services sociaux et de santé, en pénurie de professionnels en éducation, en pénurie de dentistes, en pénurie de médecins, et j'en passe. Tous les citoyens et citoyennes de Rouen vont subir l'exacerbation de ces pénuries par l'arrivée de ces 500 nouveaux travailleurs et travailleuses. Il y en a qui vont être déplacés, on s'entend, ça n'arrivera pas du ciel 500. Il y en a qui vont quitter leur emploi des endroits à l'autre. Je suis capable de comprendre ça. Mais c'est gros, là, 500 nouvelles jobs. Un peu comme ma prédécesseuse, ça se dit toi en français, c'est quoi le mot? La personne qui m'a précédé. J'imagine que vous avez déjà commencé à négocier ou que vous envisagez de le faire. Sinon, je vous recommande fortement à négocier des dédommagements avec cette usine-là. C'est pas aux citoyens à payer pour les dommages et les inconvénients subis par l'arrivée de cette compagnie. Rouyn-Noranda est une des seules villes à ne pas demander de compensation lors de projets en situation similaire. J'aime bien la douceur, mais j'ai bien hâte que la rebelle éclairée se manifeste. Merci, M. Leclerc. Je veux juste quand même préciser quelque chose. Si jamais dans les journaux, c'est mal cité, là, je le dis, puis que tout le monde m'entende en ligne, partout, la ville de Rouyn-Noranda, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on souhaitait des projets ambitieux, novateurs, mais toujours dans le respect des normes, des règlements. Et ça a été clair. Puis il y a un travail colossal qui se fait aussi présentement avec nos équipes aussi pour déposer un mémoire, puis rien n'est laissé au hasard. Vraiment, oui, des projets ambitieux, mais pas n'importe comment, puis c'est pour ça qu'on est très vigilant. C'est pas vrai là que on suit ça de très près. On a demandé un BAP, comme vous le disiez en début d'intervention. C'est la bonne façon d'entendre tous les acteurs. D'ailleurs, j'invite les gens présents à se présenter aux audiences puis à poser les questions aux intervenants qui vont être là. Les gens vont être nombreux. La Ville, nous y serons. On veut tout entendre, on veut tout comprendre. Alors, je veux juste le mentionner. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui souhaitent intervenir. Il y a des gens qui travaillent aux mémoires, là, mais c'est ça. Donc, ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est que dans la situation actuelle, aujourd'hui, sans l'information du BAP, vous ne pouvez pas dire que vous êtes favorable au projet sans le connaître. On n'a pas dit on a toujours dit qu'on souhaitait des projets ambitieux et innovateurs, mais toujours dans le respect des normes et des gens du milieu. Alors ça a toujours été dit et c'est ce qu'on continue de dire. OK. Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Un, deux, trois, non. Alors, nous y allons avec... Ah oui, excusez, j'avais deux demandes écrites. Désolée pour les gens qui écoutent en ligne. Alors, on avait Mme Linda Marion qui demandait s'il était vrai que la démolition des maisons du quartier Notre-Dame aurait été mise en attente jusqu'après 2026, le 100e anniversaire et tout ça. Alors, ce qu'on peut vous donner comme information, c'est que le processus de démolition des maisons situées dans le quartier Notre-Dame ne suit pas un calendrier déterminé à l'heure où on se parle. La première étape de ce grand projet étant la relocalisation de plus de 200 ménages, consiste à mettre en place tout le soutien et les conditions nécessaires à la réalisation du projet dans le respect et la dignité de toutes les personnes touchées. Alors, le projet avance bien, somme toute, mais le plan de démolition comme tel, ça n'a pas été encore spécifiquement déterminé. Les gens travaillent, notre personnel travaille aussi avec des collaborateurs pour que la fonderie puisse procéder au démantèlement de façon à réutiliser tout le matériel, l'équipement, une démolition responsable pour limiter la charge de déchets. Un beau travail à ce niveau qui se fait. On estime, selon ce qu'on en sait, que le processus de démantèlement ne commencera pas avant 2026, mais il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible que certaines maisons spécifiques pourraient peut-être être démolies avant 2026. À ce stade-ci, je ne peux pas le dire, on ne peut pas le dire, mais que ce serait pour des questions de sécurité ou d'assainissement.
Mais de notre côté, ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas prévu de commencer un processus de démantèlement majeur avant 2026. Et bien sûr, il sera tenu en compte les festivités du 100e anniversaire dans tout ce processus. Alors, je veux juste rassurer, là, mais le calendrier reste encore à définir. On a reçu aussi une question. Est-ce que je peux poser une question là-dessus? Là, je vais dire oui. OK. Merci. Est-ce que vous pensez exiger une déconstruction plutôt que démolition? La fonderie se prétend la championne du recyclage, les usines modernes recyclent. Puis la maison qu'ils ont démolie, ils l'ont vraiment démolie. Il y a eu 0 récupération de cuivre, 0 récupération de métaux, 0 récupération de bois. Est-ce que vous allez exiger de la déconstruction parce que c'est rendu ça qu'on fait aujourd'hui? Samuel va répondre. La réponse est qu'on travaille fort avec tous les gens concernés pour que ça se fasse effectivement avec le plus de récupération possible. Il y a plusieurs projets qui présentement sont à se discuter là-dessus. Je ne suis pas certaine qu'on pourrait l'exiger, mais on travaille fort pour que ça puisse se faire de cette manière-là. La maison qui a été démolie, juste pour ramener, il y a quand même eu de la récupération de matériel qui a été fait. On a eu un bilan de cette déconstruction-là. En tout cas, moi, j'ai une photo du tas, là, quand la pelle s'est mise dedans, puis il y avait de la plomberie, il y avait du fil électrique, il y avait tout. Il a peut-être récupéré les meubles et les toilettes, là, mais c'est un peu plus que ça, la déconstruction. Oui, on est bien conscient de ça. Merci. Alors, une autre, merci, Mme Ramzioul. Une autre citoyenne, Mme Jeanne Plante, qui demeure sur la rue Saguenay, nous a écrit que c'est, je vais lire textuellement, mes 2 trottoirs de l'entrée doivent être remplacés quand il pleut. L'eau reste dans mon entrée et les bicyclettes, c'est vraiment dangereux. Je vous ai envoyé une lettre l'an passé. J'ai reçu une réponse du bureau de Mme Dallaire. Je devais avoir un contact cette année pour l'asphalte qui devait être relevé de notre côté de la rue. C'est possible qu'il soit venu constater. Je n'ai pas vu et entendu parler. Dans les années passées, le ministère des Transports sont venus à quelques reprises, mais la seule chose qui a été faite, c'est la pose d'asphalte froide. Et la grade d'hiver envoie ça sur mon terrain. Donc, si c'est possible de relever le niveau de notre asphalte en avant, ça pourrait régler le problème et nous serions plus confortables pour dormir. La réduction de la vitesse aussi sur la rue Saguenay serait un gros avantage. C'est une rue et non un boulevard. Alors, tel que mentionné dans votre lettre. Merci. Alors, Madame Plante, on prend compte de vos commentaires, de votre demande, mais si on parle de la rue Saguenay, de l'asphaltage, de la vitesse et tout ça, bien, cette rue-là, ce tronçon-là relève du ministère des Transports. Alors, soyez assurés qu'on prend compte de vos demandes puis on les transmet, Madame la greffière, au ministère des Transports et vous devriez avoir un suivi là-dessus. On s'assure que vous ayez un suivi. Alors, ça ferait le tour des demandes citoyennes. Nous sommes rendus aux dérogations mineures, PPC-moi, PIA. Oui. Plusieurs choses. Oui, il y en a quelques-unes. Oui, je vais attendre. Bonne fin de soirée. Donc, on y va pour les dérogations mineures. Au 4382 rang Hall, présenté par Mme Chantal Cadieux, un avis favorable du CCU relativement à la construction d'une terrasse au sol en cours avant. Il n'y a pas de commentaire. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Merci. Au 816 chemin Saint-Luc, présenté par M. Stéphane Brown, un avis défavorable du CCU relativement à la construction de 2 structures servant à accueillir des panneaux solaires en cours avant. Nous avons reçu de M. Brown une proposition comme quoi il allait installer des arbres pour enlever l'effet visuel des panneaux. Donc, au niveau du conseil, il y a eu une recommandation favorable pour cette demande. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, au point 5.2, au niveau d'un PIIA,
pour le 151-159 avenue principale, présenté par la Société immobilière Trilogie, concernant l'installation d'enseignes sur vitrine. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Au niveau des PPC-, un second projet de résolution concernant la demande de PPC- afin de convertir un bâtiment accessoire en bâtiment principal d'usage commercial et industriel au 750 de la rue Saguenay. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Le suivant, je crois qu'on devait le retirer. Oui, ça a été retiré. Ça a été retiré et reporté. Non. Non. D'accord. Et Alors, voilà. bien, merci, Mme Carignan. Monsieur Chevalier, au niveau des affaires générales. Oui, Mme Dallaire, donc au niveau de la gestion du personnel, nomination de M. Jérémy Schmurat, ouvrier d'entretien pour les quartiers Cadillac et McWaters. Au niveau des embauches, M. Maxime Gauthier, aménagiste planification, Mme Natacha Rousson, concierge, Mme Cynthia Gagné-Prévost, concierge. J'en fais la proposition, Samuel Randioul. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci. Pour les octrois de contrat. Oui, le premier, concassage de gravier pour la production de MG20 à 9200, trait d'union 2088, Québec Inc. à Duro King Construction au montant de 121 091 et 67 sous. Taxe incluse étant la plus basse reçue et conforme. Acquisition d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement au centre du camion Mabo incorporé au montant de 515 363 et 94 sous. Taxe incluse étant la seule reçue et conforme. Acquisition d'un tracteur agricole pour le service des parcs et équipements à équipement Normax incorporé au montant de 86 670 et 45 sous. Taxe incluse étant la plus basse reçue et conforme. Acquisition d'un regard spécialisé pour le projet de développement du Parc industriel Canada à Wolseley Canada, Inc., division Témispal, au montant de 60 608 et 42 sous. Taxe incluse étant la seule reçue et conforme. Déneigement des stationnements pour personnes à mobilité réduite pour la saison 2024-25 à 9043-3046 Québec Inc., les entreprises Richard Mercier, au montant de 78 885 et 78 sous, taxe incluse étant la seule reçue et conforme. Annulation de l'appel d'offres TPU 2000824 concernant le concassage de 5 000 tonnes de béton, considérant qu'aucune soumission n'a été déposée. Alors, pour les octrois de contrat et l'annulation de l'appel d'offres, un proposeur. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Je termine avec les autorisations de signature de la Convention d'aide financière du NTMD dans le cadre du programme de subvention au transport adapté, PSTA, volet régulier. Autorisation de signature du protocole d'entente concernant la réservation d'une partie du lot 6 430 564 au cadastre du Québec, rue Jacques-Bibeau, en faveur de M. Conteneur pour la mise en place d'un projet de centre de tri. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey-Hood. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup, M. Chevalier. Pour les sujets des membres du Conseil, 3 interventions, M. Côté, Mme Ramsey-Hood, M. Beaulieu. Donc, M. Côté. Oui, avait lieu ce samedi la super familiale du quartier. Il y a comme une compétition. Matin, je voulais remercier le comité organisateur. Même Mme Météo qui a collaboré. Midi et 6-7 heures, pas de pluie. Donc, merci aux bénévoles. Merci aussi à tous les citoyens qui sont venus. On estime environ 400. Ça serait passé dans la journée. Donc, je conflate tous les enfants ont beaucoup de plaisir. Merci beaucoup au comité organisateur. Et merci aussi à la Ville pour les barrières et l'équipement, parce qu'il y avait quand même une balade à vélo. Bien heureux d'entendre que ça a été un bel événement. Merci. Alors, Samuel, pareillement, dans le quartier 20, c'est une fête familiale ce dimanche. Une fête familiale qui se tient depuis longtemps, qui est menée à bout de bras par plusieurs organisations du quartier. Présentement, c'est le comité des loisirs des vins qui le prend en charge, mais ça regroupe là, le Club L'Âge d'Or qui s'occupe de commanditer les blés d'Inde et hot dogs gratuitement.
Ça occupe le cercle des fermières, la bibliothèque, beaucoup de bénévoles. Donc, effectivement, qu'on les remercie pour leur implication. On m'a signalé justement hier qu'il y a manqué de bénévoles à Évin. On voit toujours les mêmes personnes qui sont motivées, qui portent tout ça à bout de bras, mais s'il y a des gens qui désirent s'impliquer, là, il y a beaucoup d'événements qui sont menés par le comité des loisirs d'Évin qui aimeraient avoir un petit coup de main. Alors, le message est passé. Merci aussi, nous, on avait les pompiers et les ambulanciers qui créent des parcours festifs. Donc, c'est toujours très apprécié. Fait que merci à tout le monde qui s'implique, à la ville et au comité organisateur. Aux gens qui sont venus, j'ai pas la quantité de gens là, qui se sont déplacés à Évin, mais je vous suggère les blés d'Inde et les hot dogs gratuits, ça attire beaucoup de gens. C'est un concours, mais on ne sait pas combien de gens. Non, mais on peut quand même dire que c'est le fun parce que ces fêtes-là se tiennent depuis bien avant là, les fêtes de voisins qui sont une initiative nationale. Là, mais nos fêtes familiales ici, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que ça se tient. Merci beaucoup. Alors, M. Beaulieu, je crois que vous avez deux sujets pour nous ce soir. Oui, alors mes deux prédécesseurs avaient des sujets très festifs. Il y en a un ici qui est un festif à venir, en fait, les Journées du patrimoine religieux. Il y a à chaque année quelques éléments là, qui sont proposés dans la programmation. Ça va? On a des problèmes de son. Désolé. Je pense que c'était mon micro, là, je l'ai repoussé un peu, puis ça semble être correct. Okay. Pas tant. Pas tant. Est-ce que c'est bon comme ça? La qualité n'était pas là quand j'ai parlé? C'est désolant. Monsieur, c'est moi qui ai fait comme les citoyens, c'est juste 5 Alors, minutes. pour les gens à la maison, les gens dans la salle, si vous n'avez pas entendu le nombre de participants à l'événement... 800! C'est pas grave, il y en avait autant, Yvan. Alors, M. Beaulieu. Donc, alors je reprends les Journées du patrimoine religieux. Cette année, dans la programmation, du côté de Rouyn-Noranda, l'église Saint-Ignace de Loyola de Cloutier et aussi l'église orthodoxe russe Saint-Georges qui sont visées. Donc, évidemment, en termes de patrimoine, ce sont des biens là, immobiliers qui sont là depuis fort longtemps, qui recèlent quelques secrets, qui restent à plusieurs à découvrir. Et c'est pas juste des éléments passifs là, à aller voir, mais il y a vraiment des choses là, pour une participation active. Donc, visite guidée, un tournage vidéo qui est fait. Donc, vendredi le 6 septembre, vous êtes invité à Cloutier, à l'église, de 19h à 21h30. Et du côté de l'église orthodoxe russe Saint-Georges, c'est à 13h et à 16h. Il y a visite guidée et atelier de création aussi qui sont prévus. Alors, voilà pour ce sujet-là. Et pour l'autre, c'en est un autre sur un autre ton. On a dans la région, près de l'année passée, 200 personnes qui sont décédées suite à des surdoses de drogue. C'est un sujet qui est souvent tabou hein, dans beaucoup de familles, mais quand même, ça brise des vies, des talents qui se perdent aussi et tout ça. Alors, il y a une journée de sensibilisation internationale, là, sensibilisation contre les surdoses, le 31 août, qui propose d'avoir des lumières allumées en mauve. En lien avec cette cause-là. Alors, en fait, c'est une invitation de prendre conscience de ça. Puis, dans la région, il y a beaucoup, avec la pandémie, on le dit, il y a eu des problèmes de toutes sortes, mais il y a beaucoup de drogues dures qui sont arrivées, beaucoup de gens qui en vivent des effets. Et notamment, aller chercher des services dans le cas où vous voyez des gens qui sont dans ces situations-là. Notamment, il y a des kits disponibles gratuitement en pharmacie de naloxone, des choses qui peuvent aider concrètement à sauver notamment des vies, mais aussi à remettre des personnes là, sur une voie saine pour eux et pour tout le monde, pour l'entourage aussi. Alors, une pensée particulièrement pour ça et pour souligner cette journée qui s'en vient le 31 août. Voilà. Donc, d'éliminer, d'arborer le mauve sur nos bâtiments, là, c'est ça? Effectivement, les lumières en mauve. Alors, il y a, puis si vous cherchez là, un peu sur Internet, là, vous verrez, il y a le mouvement qui est en lien avec ça. Vous pouvez même gagner des prix là, si les gens s'inscrivent et en mettant du mauve là, dans leur luminaire en lien avec ça. Voilà. Merci beaucoup, M. Beaulieu. C'est important. C'est surprenant, justement, le fléau. Là. Alors, au niveau de la
protection, on est au niveau... Ah non, excusez, les autorisations d'événements, j'arrivais déjà aux affaires politiques, mais au niveau des demandes d'autorisation d'événements, Mme Ramsey-Hood. Oui, on a 2 demandes d'autorisation. La première est pour le centre L'Écart pour un vernissage d'exposition en art visuel qui va avoir lieu le 29 août de 17h à 20h. L'autorisation comprend l'utilisation gratuite d'une partie de trottoir de 5 espaces de stationnement et utilisation, pas utilisation, là, mais permis pour la vente de nourriture, de boissons alcoolisées. Bien entendu, les gens doivent, l'organisation doit avoir les permis nécessaires au niveau de la régie des alcools, des courses et des jeux. Je peux faire les deux en bloc, hein? Oui. La deuxième demande pour un événement, c'est un événement qu'on avait déjà autorisé, mais qui a des ajouts. Donc, c'est pour le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Il y avait un ajout pour l'utilisation gratuite de cet espace de stationnement sur l'avenue du Lac du 27 août au 3 septembre. Il y avait également un ajout quant à la vente de consommation de boissons alcoolisées entre 3h et 5h du matin à l'Agora des Arts. Encore une fois, il faut que l'organisation ait les autorisations requises pour que se tienne cet événement-là. Et il y avait également pour cet événement, pardonnez-moi, des permis de stationnement visiteurs. Donc, on parle de 100 permis de stationnement pour les visiteurs d'une durée de 3 jours. Et enfin, excusez-moi, il y a aussi l'autorisation d'un nouveau spectacle là, que je tairai, mais avec un lieu et une heure qui sera révélé ultérieurement par l'organisation. Alors, je fais la proposition pour ces ajouts pour le Festival de musique émergente ainsi que pour le vernissage pour l'Écart. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Tout le monde me regarde avec des gros yeux. Un moment divulgateur, n'écoutez pas la séance. Alors, au niveau des affaires politiques, on a tout d'abord les dossiers de la Commission de protection du territoire agricole. M. Beaulieu. Oui. Alors, donc, le comité consultatif agricole et le conseil municipal, en fait, désirent aller de l'avant en lien avec une demande de Mathieu Chomiki de construire une résidence sur le lot 4 820 465 au cadastre du Québec, donc la route de Guebel, quartier Clérici. En fait, donc, ça allait de l'avant avec ça. La superficie est relativement petite. Il y avait peu de potentiel au niveau agricole de ce côté-là, donc on souhaitait aller de l'avant. Donc, recommandation favorable. Et je ferai aussi le deuxième. Aussi favorable, une demande présentée par Mines Agnico Eagle pour réaliser des travaux d'exploration minière sur plusieurs lots situés dans les quartiers de Arnfield et Évin. En fait, principalement, on est dans le rang des Cavaliers, à Évin et Arnfield. C'est de l'échantillonnage sous les terres. En fait, c'est un peu particulier puisqu'il n'y a pas d'impact sur les terres agricoles puisqu'on passe par un zonage blanc à proximité pour aller dessous. Alors, les travaux de surface, se font à côté, donc pas en zone verte. Donc, le comité consultatif agricole et le conseil municipal étaient d'avis d'aller de l'avant avec la demande qui était faite par Agnico Eagle. Donc, je propose pour ces 2 points. Appuyer les 2 demandes. Samuel Ramsey. D'accord, merci. En lien avec une autorisation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons, Mme Carignan. Oui, dans le programme du projet qu'on a actuellement, là, 50 ans et plus, on bouge. Ça a eu quand même beaucoup de succès. La réponse à cette activité-là était vraiment considérable. Donc, on aimerait être capable de prolonger ce projet-là d'une année de plus, puisqu'il va se terminer là je crois que c'est en septembre cette année que le programme de financement se termine. Donc, on va être capable de renouveler pour une autre année. Donc, on aurait besoin d'une résolution qui va autoriser la chef des services communautaires et de proximité à l'autoriser à déposer cette demande pour et au nom de la Ville et de proposer également que la mairesse et la greffière puissent signer les ententes de subvention pour que ce programme puisse se renouveler. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. À 9.3, on a une demande au gouvernement fédéral. Dans le fond, c'est que le renouvellement du programme d'attaque sur l'essence et de la contribution du Québec, le TECQ, a été confirmé le 17 juillet dernier. C'est notre principal levier
pour le financement de nos infrastructures municipales. On pourrait penser que c'est une bonne nouvelle, mais alors que le gouvernement du Québec a augmenté sa contribution de 149 millions de dollars, atteignant, on parle provincialement, là, atteignant un total d'1 milliard de dollars, nous constatons avec inquiétude une réduction de 338 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral, ce qui va occasionner une diminution totale d'environ 30 de nos revenus de la TEC par région comparativement à la période précédente. Alors, c'est majeur. Donc, ce soir, le conseil municipal veut adopter une résolution pour demander la bonification des sommes pour le programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, puisque le gouvernement du Canada a réduit sa contribution financière, puis que les coûts de construction ont été fortement à la hausse au cours des dernières années, ce qui fait qu'en bout de piste, beaucoup moins de projets pourraient être réalisés. Alors qu'on a aussi un déficit au niveau du maintien des actifs, pas juste chez nous, un peu partout. Alors, le conseil municipal demande officiellement au gouvernement du Canada de bonifier substantiellement les sommes prévues pour la TEC 2024-2028. Quelqu'un peut en faire? En fait, la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Alors, on va adresser notre résolution au gouvernement fédéral. En 9.4, on veut modifier le répertoire des comités internes pour officialiser la nomination de M. Guillaume Beaulieu pour siéger au comité culturel. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Vous acceptez, M. Beaulieu, hein? Bien sûr. Avec plaisir. Au niveau des procédures administratives, Mme Oui. Touzian. Donc, en 10.1, l'approbation des critères grilles d'évaluation des offres conformes concernant le mandat de service professionnel de conception et surveillance de travaux prévus au réservoir P8R. Est-ce que vous voulez qu'on les prenne en bloc? On va les faire. Donc, au niveau des emprunts au fonds de roulement, un premier qui concerne les immeubles pour l'achat et l'installation de systèmes de batteries de secours dédiés à l'informatique pour 60 000 $ et concernant l'entretien ménager, des équipements destinés à l'entretien ménager de différents bâtiments pour 48 000 $. Ensuite, à même l'excédent de fonctionnement affecté à l'entretien des routes, il s'agit de financer le rechargement de 3 chemins en gravier du secteur Relais pour un montant total de 302 000 $. On parle de Camiroc, Alary et Lincourt. Finalement, dans les modifications de résolution, une première modification concernant la résolution 2024-705 qui concernait une dérogation mineure pour le 95 avenue des Îles. Il s'agit juste de préciser que ce n'était pas un bâtiment accessoire en cours avant, mais bien en marge avant. La distinction, là, elle est importante pour l'implantation du bâtiment, donc c'est de venir corriger l'information qui apparaissait à la résolution. Ensuite, retirer le caractère public des lots 6 541 888 à 890. Il s'agit en fait d'une résolution que la Ville, en fait de 3 résolutions que la Ville a adoptées pour vendre des parties de ruelles non aménagées à des citoyens adjacents. Donc, le processus requiert également qu'au même moment, on puisse venir retirer le caractère public. Donc, ces lots-là ne font pas partie du domaine public, font partie du domaine privé et peuvent être transigés. Et finalement, concerne l'annulation de la résolution 2024-456 qui prévoyait l'octroi d'une somme de 1 000 $ pour l'inauguration du parcours sportif à Montbéliard. C'était pris à même l'enveloppe réservée aux dons et subventions du quartier de Montbéliard. Par contre, les budgets réguliers ont permis d'acquitter une dépense moins élevée que prévue d'à peu près 300 $, faisant en sorte que cette résolution-là n'est pas requise et le montant pourra retourner pour les organismes du secteur. D'accord. Donc, pour l'ensemble de ces points, un proposeur. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie. Je l'appuie d'abord. Bon, M. Girard. Il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier ce soir. Il y a l'approbation des comptes au montant total de 2 854 057,73 $ selon la liste qui vous a été soumise. En fait, la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Madame la greffière, les avis de motion. Oui, donc un premier avis de motion concernant le règlement autorisant l'octroi d'un permis à des fins de construction pour l'implantation d'un service de garde par le Centre de la petite enfance, le CEP,
sur le lot 6 493 955 au Cadastre du Québec. On est dans le secteur du chemin Saint-Luc pour la garderie La Ribambelle. Donc, la loi permet, quand il y a certains éléments qui dérogent dans un projet de construction d'un CPE, de pouvoir adopter un règlement spécifique qui va permettre l'émission d'un permis de construction pour permettre l'implantation de garderies. C'est prévu dans la loi sur les services de garde à l'enfance. Donc, un avis de motion pour cet élément-là. Également, un règlement qui modifie le 2003-338 pour la composition du comité consultatif d'urbanisme. Il s'agit en fait, actuellement, le règlement prévoit qu'il y a un siège qui est réservé pour un membre de la Société de développement commercial et après consultation de l'organisme, il a été souhaité retirer ce siège réservé-là. Donc, le poste sera affiché là, pour un citoyen qui voudra siéger au niveau du CCU. Pour l'avis de motion. Ben, je peux donner l'avis de motion. Les avis de motion. Oui. Et pour les règlements? Oui, donc adoption du règlement d'emprunt suite à l'avis de motion qui avait été donné à la séance précédente pour le 2024-13-24 qui décrète la réalisation de travaux de pavage bordure rue du Platine du Nickel pour un montant de 1 262 000 $. Et ensuite, suite aux avis de motion donnés précédemment, donc le projet de règlement qui autorisera l'octroi d'un permis à des fins de construction d'un CPE dans le secteur du chemin Saint-Luc et le projet de règlement concernant la composition du CCU. Pour ça, Mme Turgeon. Ben, j'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci. Merci beaucoup, Mme Tousignan. Donc, il n'y a pas de questions à allouer aux journalistes. Alors, je vais proposer la levée de l'Assemblée. Sylvie Turgeon. Pas de suite. Ah. Juste avant la levée de la séance, juste une information peut-être importante pour les gens qui nous écoutent. Prendre note que la prochaine séance de conseil du 9 septembre va se tenir à Cloutier. Alors, avis aux intéressés. Allez-y, Mme Turgeon. Je répète, je propose la levée de la séance. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Donc, le 9 septembre, prochain conseil. Bonne soirée.